Ça démarre? Ok, alors je suis Laurence Koupski, je suis photographe. Et puis je me trouve dans une des salles de Friart à Fribourg, là où est exposée la 14e enquête photographique que j'ai eu le plaisir de faire cette année. Voilà, donc c'est une trentaine d'images qui sont exposées ici. Et puis je vous parlerai aussi tout à l'heure de mon livre Sauvage qui se trouve à côté de moi. Voilà. J'ai étudié à l'ECAL, j'ai fait un bachelor en design graphique. C'était assez difficile pour moi de faire un choix, parce que j'avais fait l'année propédeutique et le problème, c'est que j'aimais un peu tout faire. Problème que j'ai continué à cultiver pendant de nombreuses années. Et ce qui était chouette à l'ECAL, c'est que justement, même si on avait choisi une filière, par exemple le design graphique, on était toujours amené à finalement réaliser les images soi-même, faire du montage vidéo, etc. Donc ça restait une filière très ouverte, ce qui m'a beaucoup plu. Après plusieurs années à travailler voilà, à Amsterdam, à Bruxelles et en Suisse, j'ai décidé de repartir pour les études en faisant un master à l'ECAL toujours, qui n'existe plus maintenant, qui est le master en direction artistique. Et donc là, c'était génial pour moi parce que justement, il me permettait de retrouver ce côté multidisciplinaire. Je pouvais même refaire du dessin typographique, ce que j'aime aussi beaucoup, pas suffisamment bien sûr pour en faire un de mes métiers, mais voilà, en tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à repartir dans cette formation-là. À l'issue de ça, je suis partie en résidence à Hong Kong et il y avait à ce moment-là la possibilité de postuler pour cette résidence un peu particulière où il fallait faire à la fois de l'enseignement dans une école d'art et en même temps on avait pas mal de liberté pour faire des projets à soi. Et j'ai absolument adoré cette expérience. Déjà, le lieu, la ville est extraordinaire. Donc, après ça, je suis repartie. Il a fallu revenir en Suisse, bien sûr. Donc, je travaillais en agence à Lausanne. Et à ce moment-là, c'est à cette période-là que j'ai commencé à postuler. J'ai commencé à postuler à mon premier concours, qui est le concours VFG, Swiss Young Talent of Photography. Et là, j'ai eu le plaisir et la surprise de le remporter. Ce qui m'a donné un sacré coup de pouce parce que ça m'a réconforté dans le fait que j'avais le droit aussi de continuer à faire de la photographie. Et puis là, à ce moment-là, je présentais mon premier projet qui a un lien fort avec cette interaction entre les hommes et les animaux dans différentes cultures. Le projet s'appelle Domesticate. Et donc, c'était vraiment une collection d'interactions entre les hommes et les animaux. Il y avait, par exemple, une image que j'avais réalisée lors d'un workshop qui avait été proposé à l'ECAL. On avait eu la chance de partir une semaine au Japon. Et à ce moment-là, j'avais choisi la thématique des bars à animaux. Alors tout le monde connaît les bars à chats, les grands classiques. Mais la dernière mode à l'époque, quand j'y suis allée, c'était les bars à hiboux. Donc j'étais assez curieuse de comprendre le mode de fonctionnement, puisque les hiboux sont plutôt des animaux nocturnes. Donc j'ai pu faire cette image où on voit un homme de profil avec une petite chouette posée sur l'épaule. Et cette petite chouette était tellement immobile que j'ai eu vraiment la possibilité de me positionner pour que l'œil de la chouette se pose à la place de l'œil de cet homme qui avait été d'accord de poser pour moi. Et voilà, ça a été un peu le début d'un processus, un début de cette histoire, de cette passion et de cet intérêt pour ces interactions entre les hommes et les animaux. Après ça, je continuais toujours à travailler en tant que graphiste et en tant que photographe. Il y a un projet qui s'appelle Crickets, voilà, qui a donné lieu à cette première publication. Alors ça, c'est une autre histoire, toujours sur ces interactions hommes-animaux. Crickets, c'est une histoire qui se passe en Chine. C'est une tradition millénaire chinoise qui consiste à élever des grillons comme animaux de compagnie. Alors, les animaux de compagnie qu'on garde pour les entendre chanter ou pour les faire participer à des combats. Alors, c'est une histoire que j'avais entendue justement quand j'avais passé ces 6 mois à Hong Kong. Qui n'était plus présente à Hong Kong parce que bon, ça a été colonisé et tout ça, donc il n'y avait plus vraiment de traces de cette tradition millénaire,
mais je suis retournée à Shanghai pour essayer de comprendre comment ça fonctionnait déjà, comment se fait-il qu'on puisse avoir un grillon comme animal de compagnie. Donc j'ai moi-même parcouru ces marchés aux grillons et j'ai acheté une dizaine de ces petits grillons qui m'ont fait faire beaucoup d'insomnie parce qu'ils chantent non seulement la journée mais la nuit aussi. Et il y a toutes sortes de stridulations plus ou moins graves et stridentes. Donc voilà, j'ai passé des nuits difficiles, mais maintenant je sais ce que c'est que d'avoir des grillons comme animaux de compagnie. L'idée c'était d'aller sur les traces de cette tradition. Le danger, c'est que je ne suis pas de culture chinoise, donc c'est toujours un peu délicat de s'approcher d'une culture qui n'est pas la nôtre. Donc j'avais bien sûr en amont fait un travail assez conséquent. Ce n'était pas très simple de me documenter aussi sur cette tradition parce qu'il existait assez peu de documents en anglais. Donc il m'a fallu 8 mois de recherche et il a fallu aussi que je mette de l'argent de côté pour partir. Et puis parce que je partais là-bas, bien sûr, je n'avais pas l'argent pour avoir un traducteur avec moi à mes côtés pendant tout le long du projet. Donc il fallait effectivement être assez préparé pour savoir qui approcher, etc., comment construire le projet. Donc je suis partie d'abord à Shanghai, dans le plus grand marché aux grillons de toute la Chine, qui, 6 mois après mon retour en Suisse, a été rasé parce que le quartier était non loin du Bund, cet endroit qu'on connaît tous parce que toutes les principales images touristiques de Shanghai sont prises depuis cet endroit-là. Donc ce marché a été détruit pour des raisons évidentes parce que forcément ça allait rapporter beaucoup plus si on construisait des grands immeubles à la place. Je suis aussi, donc, ayant vu le marché aux grillons, l'idée c'était aussi de remonter un petit peu la filière pour comprendre aussi comment ça se passait, la capture des grillons, comment ça se déroulait. J'avais repéré un village qui s'appelle Xidian, qui était dans une autre province, un peu plus en direction de Pékin, la province de Shandong. Et dans vraiment ce tout petit bled, vraiment perdu entre 10 champs de maïs, au moment de l'été, on dit y trouver les meilleurs grillons combattants de toute la Chine. Donc en fait, tout le monde vient repérer ses futurs gagnants dans cet endroit-là. Et puis il y a une autre chose aussi que je n'ai pas dite, c'est que cette tradition millénaire, elle a été interdite pendant la Révolution culturelle, donc Mao l'a interdite. Et puis là, maintenant, ça fait environ 40 ans qu'elle a été de nouveau autorisée. Mais ce qui n'est en revanche pas autorisé, ce sont les paris d'argent qui sont générés autour de ces combats de grillons. Alors bien sûr, tout aficionados de combats de grillons vous diront oui, c'est intéressant les combats de grillons, mais sans paris d'argent, c'est quand même un petit peu ennuyeux. Donc il y a bien sûr beaucoup de paris qui se déroulent et c'est organisé par la mafia chinoise. Alors, je me suis retrouvée dans cette petite bourgade auprès de ces chasseurs de grillons qui venaient, par exemple, qui étaient au service de personnes plus haut placées dans la mafia, qui venaient acheter pour des milliers de yuan en grillons combattants. Des gens tout à fait charmants. Et donc, c'était assez étonnant, se retrouver confronté à toutes sortes d'univers différents entre les vieux papis qui venaient acheter les grillons chanteurs au marché de Shanghai jusqu'à ces gens qui étaient richement vêtus, qui venaient acheter des grillons combattants. Et alors la question, ça va être aussi comment se déroulent ces combats de grillons. En fait, ils se déroulent dans des arènes comme celle-là, en plastique transparent, parce que ce qui est important pour pouvoir savoir déterminer qui est le vainqueur de ces combats, c'est de comprendre quels sont les mouvements que les grillons vont adopter pendant le combat. Alors, avant le combat, on place chacun des grillons de part et d'autre de l'arène. On va prendre une petite herbe séchée dont on a émoussé le bout, et puis on va titiller le grillon, on va l'énerver, on va placer cette petite tige juste devant ses mandibules, jusqu'à ce que, pour se défendre, naturellement, il va commencer à essayer de mordre. Et quand ils sont suffisamment énervés, les deux grillons, donc les propriétaires des deux grillons, vont donc faire signe en disant que tout le monde est prêt pour faire le combat. Et donc on va retirer ce petit muret amovible, et à ce moment-là, le combat commence. Et on dit que le grillon est extrêmement noble parce qu'au moment où il se rend compte que son adversaire est meilleur que lui, il se met en retrait et le gagnant se met à chanter.
Donc ça, c'était une belle aventure où j'ai mêlé, à la fois, il y a des images comme ça de type très documentaire. Par exemple, là, donc là, je me retrouve au marché. Au début, les gens n'ont pas du tout envie de se faire photographier. Alors là, ils sont en train d'observer des grillons combattants. Donc là, ils sont en train d'essayer de repérer le meilleur individu en testant ses techniques de combat, son endurance. Et donc au début, ils sont un peu gênés par mon appareil photo. Et puis au bout d'un moment, ils sont un peu lassés parce que je suis là pendant des heures et des jours et des jours. Donc au bout d'un moment, en plus j'utilise un flash, donc je ne passe pas inaperçu. Mais au bout d'un moment, ils acceptent ma présence. Donc il y a ces images de ce type-là. Et puis à ça, il y a des compositions. Parce que comme c'est une tradition très ancienne et qu'en plus, en faisant des recherches, on se rend compte que le grillon, il est présent aussi dans plein de formes d'art chinois traditionnel, que dans l'art traditionnel, il y a toujours plein de symboliques à chaque fois. Donc en fait, j'avais envie de faire un clin d'œil à toutes ces choses que j'avais apprises. Donc on disait traditionnellement qu'on a commencé à s'intéresser au grillon parce que justement c'était un marqueur durant l'année. Quand il commençait à naître, il fallait labourer les champs. Au moment où il mourait, c'était le moment où il fallait moissonner, etc. Voilà, donc c'était passionnant de me plonger dans cette tradition-là. Et puis aussi, le projet a été publié dans National Geographic Traveler Chine, donc ça c'était assez chouette, ça voulait dire que je ne m'étais pas complètement gourée dans mon approche. Donc voilà, ce projet Crickets, qui a été édité par un éditeur bâlois qui s'appelle Simonette Humbert. Voilà. Alors la question c'était les coups de cœur, donc j'ai sélectionné quelques livres. Forcément, je vais commencer par ceux qui sont dans cette thématique de la nature et des animaux, puisque c'est un peu mon domaine de recherche. Avec ce livre de Robert Zhao-Renhui, qui a été édité par The Institute of Critical Zoologists. Et c'est une histoire assez marrante. Donc lui, il est singapourien, et il y a dans une rue très connue à Singapour, une rue marchande, il y a des nuées d'une sorte d'oiseau dont on voit le nom, Minas, qui est un oiseau qui embête un peu les commerçants de cette rue très fameuse dans cette ville de Singapour parce qu'ils sont en tellement grand nombre que forcément ils défèquent et ça crée, ça crée un peu des problèmes auprès des gens qui ont envie de venir faire du shopping. Et ce qui est étonnant, c'est que cet animal, cet oiseau, il avait été introduit dans les années 1920. C'était un animal de compagnie, en fait. Et puis, probablement il y a eu des lâchers d'oiseaux en grand nombre, puisqu'en fait, maintenant, dans la ville de Singapour, c'est l'oiseau qui est le plus commun dans les rues et dans la ville de Singapour. Donc, c'est ce photographe que je vous invite vraiment à aller voir, qui fait un travail absolument génial. Il a passé un mois dans un arbre à essayer de photographier ces oiseaux. Et il a fait un livre très étonnant. Il y a une sorte de poésie et une telle simplicité. Je serais dans l'incapacité de faire un livre comme celui-ci, où on a des formes qui sont un peu fantomatiques. Il y a des pages noires. Il y a il nous plonge vraiment dans une ambiance nocturne. On devine par moments aussi le son de ces oiseaux et aussi dans le choix du papier, un livre assez léger, comme ça un peu fragile. Ensuite, alors, le livre Flux 1 d'Erwan Fretin. Il est très étonnant ce livre. Il y a un choix déjà hyper audacieux par la couverture. Donc déjà, c'est une couverture souple. Et puis, étonnant parce qu'on ne commence pas du tout par une image. Après, l'approche d'Erwan est aussi très étonnante. Donc c'est une approche de la nature un peu globale, un peu ésotérique. Là, il y a une poésie qui se dégage de par cette séquence, ce rythme. Et le papier aussi, il y a le choix de papier de la couverture, il est hyper léger. Donc il y a une sorte
comme ça, aussi de beauté, de le manipuler. Donc les choses ne sont pas prises comme ça au petit bonheur la chance, c'est vraiment un travail de recherche, de quête comme ça approfondi. Et derrière aussi, alors moi, je ne vais pas essayer d'expliquer sa démarche parce que je la trouve en même temps à la fois très simple et à la fois complexe. Mais disons qu'il y a vraiment un travail aussi intérieur, un peu, voilà, assez spirituel aussi autour de cette quête de la nature. Autre livre, celui de Georges Chiras. Alors cette fois-ci, un livre beaucoup plus classique que les deux que je viens de vous montrer. Alors Georges Chiras, donc ça c'est publié par les éditions Xavier Barral. Donc là, livre plus classique, comme je l'ai dit, qui montre le travail extraordinaire de cet homme qui est le premier homme à avoir vraiment fabriqué, enfin conçu les pièges photographiques en fait. Donc là, ce sont des images absolument extraordinaires donc c'est un moment où les flashs n'existent pas, donc en fait il va fabriquer tout un processus pour qu'il y ait une explosion. C'est de la poudre de magnésium, je crois, qui va provoquer cette étincelle de lumière et qui va permettre la prise de vue de ces images. Et ce qui est étonnant donc, avec ce processus photographique, c'est que ce sont donc les animaux sur leur passage qui vont donc déclencher la prise de vue. Souvent, il va tendre des fils dans la forêt. Et donc, voilà, cette image qui est hyper connue de Georges Chiras. Donc forcément, les animaux sont effrayés parce qu'en fait, ils étaient plongés dans la nuit et tout d'un coup, il y a eu un éclair de lumière. Ensuite, parce que vous allez dire que je ne parle que d'animaux, donc j'ai pris d'autres choses aussi. Donc il y a cette publication qui s'appelle Notre pain quotidien, d'une artiste super qui s'appelle Lali Thébault-Maviel et qui a été éditée par September Books. Et là aussi, des choix ça, très audacieux. Cette artiste, elle va en fait collecter des images de pain, qui est vraiment, le pain fait partie du quotidien des gens, de tous les niveaux sociaux, etc. Et puis depuis très longtemps, donc en fait, elle va s'amuser à faire une collection d'images qu'elle va ensuite compiler et nous proposer dans une séquence très étonnante. Et avec plein de surprises. Une autre publication de Kyung-tae Kim, qui est un homme coréen, qui est venu faire son master à l'ECAL au même moment que moi, c'est à ce moment-là que je l'ai rencontré, un type vraiment super. Et puis, en partant, il m'a donc offert son dernier ouvrage. Et il me parle en plus particulièrement maintenant, après avoir fait le projet sur la tradition chinoise, parce que quand on se part à l'étranger, on est toujours appelé par des choses un peu exotiques comme ça, qui nous semblent exotiques puisque ça ne fait pas partie de notre quotidien et ça ne fait pas partie de notre culture. Et ce que je trouve assez étonnant, c'est de voir aussi les objets qui sont réalisés sur notre quotidien à nous. Et donc moi qui vis maintenant à Lausanne depuis de nombreuses années, j'étais contente de voir ce que Kyung-tae avait produit. Son sujet, c'est la cathédrale de Lausanne. Et donc la réflexion, c'était les villes changent, les bâtiments anciens sont parfois rénovés ou détruits pour être reconstruits dans une architecture différente. Et puis il y a des choses un peu immuables comme certains monuments dont la cathédrale de Lausanne fait partie. Et ce qui est étonnant aussi, c'est la cathédrale est faite dans une pierre de molasse qui se défait avec le temps. Et donc, constamment, elle doit être restaurée. Et il y a c'est un travail très sensible. Et des choix de papier comme ça différents, des papiers un peu plus glossy, des papiers un peu plus épais. Et puis dans cet univers noir et blanc, ce gris comme ça très travaillé. Et donc à la fin, après avoir s'être attardé sur ces détails, ces chiffres gravés, on voit la cathédrale sur la dernière page.
Voilà, donc super publication. Voilà. Alors, il est temps maintenant de vous parler donc, du dernier projet que je viens de terminer et qui se trouve au mur derrière moi. Donc, c'est le résultat de la 14e enquête photographique fribourgeoise. Donc, c'est un contexte un peu de concours qui a lieu chaque 2 ans dans le canton de Fribourg. Et puis, donc, j'ai eu le plaisir de réaliser ce projet. Donc, on a une année pour réaliser les images et puis, en même temps, on doit, dans les 6 mois qui suivent, publier un ouvrage et puis aussi présenter son travail. Là, en l'occurrence, c'est à Friard. Je voulais me focaliser cette fois sur la faune sauvage. Pourquoi ? Parce que déjà, quand on parle de définition d'un animal sauvage, on pense tout de suite au glorieux et mystérieux lynx, loup, bouquetin. Mais en fait, les animaux sauvages, c'est aussi des animaux totalement ordinaires, des animaux qu'on peut même parfois qualifier de nuisibles, etc. Et donc, il y a tellement d'espèces sauvages et donc tellement d'approches qu'on a avec eux qu'il était temps que je m'y intéresse un peu. Et donc, j'avais une année pour réaliser ces images. Donc, j'ai travaillé... déjà, il y a toute une partie de recherche, comme à chaque fois. Donc, c'est toujours l'enquête photographique porte bien son nom, parce qu'effectivement, il y a un grand travail en amont. Et puis, alors, c'est un travail qui consiste à déjà faire une liste de ces sujets qu'on va suivre, avec qui on va prendre contact et tenter de convaincre de se laisser prendre en photo. Et puis après, il y a la contrainte de la météo, parce que alors, les gens me demandent toujours, mais est-ce que les gens étaient partants pour se laisser photographier ? Alors, les gens étaient la plupart du temps partants, mais le problème, c'était les contraintes météo, parce que dès le moment où on commence à suivre les gens en extérieur, on s'est retrouvé avec des temps hivernaux, avec des pluies diluviennes, des activités annulées, etc. Donc ça a été la principale difficulté du processus de création de ce projet-là. L'idée, c'était de repartir vraiment de tous les niveaux, c'est-à-dire des interactions entre les hommes et les animaux au niveau du service des forêts et de la nature. Il y a bien sûr les gardes-faunes qu'on connaît un peu plus peut-être, dont on connaît le travail un peu plus. Il y a aussi le musée d'histoire naturelle de Fribourg, il y a la station de soins Ritaro qui est juste à côté du musée d'histoire naturelle. Ensuite, il y a toutes les associations et le canton de Fribourg en regorge. Il y a par exemple Fribat, l'association de sauvegarde des chauves-souris, il y a le cercle ornithologique de Fribourg, il y a les entomologistes, enfin bref, il y a les herpétologues. Donc, l'idée était de venir à des moments comme ça particuliers de l'année, principalement lorsqu'ils sont dehors en train de faire un certain type d'activité pour... Alors, il y a plein de types d'actions. Il y a des actions qui sont faites en vue de collecter des informations pour en savoir plus sur les espèces. Il y a des actions de sauvegarde d'espèces menacées. Il y a aussi des interactions assez particulières, comme par exemple à la station de soins. On va soigner les animaux, peu importe le statut en danger ou non de l'animal. Parce que la plupart du temps, auprès des différentes associations, on les voit souvent opérer autour d'espèces menacées. Mais si vous allez vous balader, si vous allez toquer à la porte de la station de soins, vous verrez que parmi les petits patients pourront se trouver des ordinaires moineaux et autres, à côté de cigognes, par exemple. Donc là, c'est pour des questions de dignité animale, on va soigner, peu importe le type d'animal, on va soigner tous les animaux sauvages blessés qu'on leur apporte. Et puis, il y a bien sûr aussi les interactions de type, la régulation, on pense bien sûr à la chasse. La chasse qui a une très grande tradition, une très grande culture, ça fait tellement longtemps qu'elle est pratiquée. Voilà, donc, et bien sûr, j'en oublie, mais donc l'idée c'était vraiment de ratisser large, si je peux dire ça comme ça. Et puis, alors bien sûr, ne pas me restreindre à un seul district, donc j'ai essayé d'embrasser le plus grand territoire possible, enfin tout le territoire que je pouvais, tous les districts que je pouvais sur le territoire fribourgeois. Voilà, donc l'idée c'était vraiment de présenter ensuite, au travers d'abord de cette publication, le résultat, une sorte de réflexion sur cette interaction avec la faune sauvage. Peut-être que je m'arrête déjà là, après la couverture où on voit un happo.
par cette image-là, qui bien sûr n'est pas une vraie image de camera trap, de piège photographique. J'ai repris les yeux des pièges photographiques que j'avais posés, mais là l'idée c'était d'évoquer le fait que quand on se balade en forêt, peut-être qu'on n'a pas l'impression de repérer des animaux, mais en fait, eux, dans tous les cas, nous voient, nous sentent, nous repèrent par plein de moyens différents, mais si nous ne voyons aucun individu, eux, c'est sûr, nous voient. Donc là, c'était juste comme entrer en matière, c'était juste cette petite histoire avec laquelle je voulais commencer. Et puis après, là de nouveau, alors je peux parler du graphisme parce que bien sûr que je n'ai pas pu m'empêcher de faire le graphisme également. C'est toujours un peu la question, hein. Dès le moment où on fait les images, c'est est-ce que j'ai le recul nécessaire, est-ce que c'est bénéfique pour le projet ou pas de faire soi-même le graphisme. Alors, au début de ce projet, j'étais pas vraiment sûre que j'allais faire moi-même le graphisme. Et puis, en fait, dès le moment où je commence à photographier, assez intuitivement, j'ouvre un document InDesign et je place mes images à l'intérieur de ce document. Et puis, en fait, de fil en aiguille, je commence à poser des marges et je commence à créer un rythme. Et après, ça me semble presque un peu artificiel de faire appel encore à un autre graphiste qui probablement serait un peu frustré du manque de liberté parce que du coup, j'aurais un peu de mal à lâcher un peu la main. Et puis là, le but aussi par rapport à la prise de position graphique, on est de nouveau dans un langage hyper simple. C'est-à-dire qu'on a une mise en page comme ça, avec des marges. De temps en temps, on va se retrouver avec... en fait, c'est une ligne assez cohérente avec le livre que je vous ai montré précédemment. Sauf que cette fois-ci, on a des phrases qui sont mises en exergue de temps en temps et qui invitent à la lecture. Il fallait trouver aussi un rythme de ne pas trop en mettre. Donc toutes les images ont une légende qui se trouve à la fin. De par le contexte aussi de l'enquête photographique, il y a la présence de plusieurs langues. Donc là, il y a carrément, les textes sont traduits en 3 langues, hein, français, anglais, allemand. Voilà, donc toutes les images ont leur légende. Et puis aussi, j'ai eu le plaisir d'avoir 2 personnes qui ont écrit des textes. Nathalie Herschdorfer pour la partie plus photographique et Valérie Chansigo, qui est une historienne de la nature, qui a écrit aussi un excellent texte. Donc là, pareil que pour le livre que je vous ai montré précédemment, Crickets, l'idée, ce n'était pas de prendre le lecteur par la main et de lui expliquer en quoi consiste, je sais pas, par exemple, une pêche électrique ou comment est-ce qu'on fait un comptage d'oiseaux migrateurs, mais c'était évoquer ces sujets ou évoquer le travail de ces associations, en tout cas attirer l'attention sur la diversité des approches et la diversité des actions et des sujets, et donner envie d'en savoir plus. Donc, pour moi, c'était important d'avoir des légendes complètes à la fin. Et puis là, si vraiment on a envie déjà d'avoir une ou 2 petites infos, on a un peu caché à l'intérieur du livre, dans la marge, il y a juste les petites infos, l'espèce en question. Là, en l'occurrence, c'est un bénévole qui fait partie de FreeBat, cette association qui en l'occurrence, vont accueillir des bébés chauves-souris. Ce sont des petites orphelines, des petites pipistrelles, qui est, je crois, la chauve-souris la plus commune qu'on a dans le canton. Et puis alors, ces petites, lui, il en a recueilli 2. Il fallait les nourrir, je crois que c'est chaque 2 ou 3 heures à la pipette, avec du petit lait, du lait qui est normalement utilisé pour les chatons. Et puis après, il faut leur apprendre à voler. Voilà, donc tout ça pour évoquer un nombre d'heures pour soigner ces petites bébés chauves-souris absolument incroyable, une générosité qui est assez bluffante. Et aussi un savoir-faire, des connaissances et un savoir-faire qui s'acquièrent, parce que la plupart du temps, les gens qui travaillent, qui s'investissent dans ces associations
n'ont pas fait d'études de biologie, donc ça va être, c'est un apprentissage de passionnés. Et puis l'idée après, pour l'exposition, c'était de s'amuser encore et faire un clin d'œil au patrimoine fribourgeois. Il y a une tradition qui était florissante au XIXe siècle, c'était le tressage de paille. Donc là, l'idée, c'était de faire un petit hommage au travail du tressage de paille et puis d'imaginer comme ça des cadres un peu spéciaux pour un certain nombre d'images, pour la moitié des images qui sont présentées ici. Voilà.